Depuis lundi, le plan Grand Froid est activé en Moselle. Le département est pour l'heure en vigilance jaune. Pour soutenir les plus démunis, 7 travailleurs sociaux de l'UDAF distribuent de l'aide alimentaire. En parallèle, ils proposent également des places d'hébergement aux sans-abri. C'est officiel, vous pourrez à nouveau utiliser vos titres restaurants pour acheter vos pâtes, viandes et tout autre produit alimentaire. Le Sénat a adopté ce mardi la prolongation de cette dérogation jusqu'à fin 2026. Le texte devrait être promulgué d'ici une dizaine de jours. À bientôt de nouveaux locaux pour le salon de toilettage de Gotzenbrück, Caprice de Chien. La gérante fait construire un bâtiment sur un terrain cédé par la CCPB. 2 postes seront à pourvoir à l'ouverture du nouveau salon fin d'année. La santé est au cœur des préoccupations à Puttelange-au-Lac. La commune cherche à attirer de nouveaux médecins grâce à son centre médical flambant neuf. Les projets fourmillent dans la municipalité. Récemment, la chapelle Sainte-Croix a fait peau neuve. La construction d'une crèche est à l'étude. Les élèves du lycée Tessier de Beach étaient en échange scolaire au Costa Rica en octobre dernier. Pour immortaliser ces moments, ils ont réalisé 2 séries d'œuvres qu'ils ont inaugurées hier soir lors de l'accueil de leurs correspondants à Beach. Les étoiles sont au cœur d'une exposition dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Derrière ce projet, l'artiste plasticienne Alexandra Stebel. Pour créer ses œuvres, elle a utilisé plusieurs modes d'expression artistique, la peinture à l'huile, à l'acrylique, l'encre ou encore le collage. Son exposition est visible jusqu'à dimanche, tous les jours entre 10h et 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mosaïque Cristal, merci d'être avec nous. Après Pascal Jemft, le député de la Moselle, c'est au tour de Michael Weber, sénateur, de se prêter au jeu des questions-réponses. On reviendra sur son bilan en tant que parlementaire et nous évoquerons également ses attentes pour 2025. Ce sera dans Face à l'objectif en deuxième partie d'émission. Vous l'avez constaté en regardant votre thermomètre, les températures sont bien souvent négatives ces temps-ci. Pour protéger au mieux les plus démunis, la Moselle a activé le plan Grand Froid. L'UDAF et son équipe mobile intensifient leur maraude pour venir en aide aux personnes en grande difficulté et leur trouver une solution d'hébergement. Nous avons suivi une des membres de cette équipe, Mélanie Bock, à Sarreguemines et à Bétain. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Mélanie Bock se prépare pour sa maraude de l'après-midi. Elle fait partie de l'équipe mobile Moselle-Est de l'UDAF qui compte 7 travailleurs sociaux. Elles partent à la rencontre de personnes en grande précarité, sans domicile ou en errance. Alors du coup, là on vient de me faire un signalement qu'un monsieur, un jeune homme aurait dormi dehors sur le secteur de Sarreguemines. Donc on va aller à sa rencontre, lui proposer déjà s'il veut boire un café pour se réchauffer et voir s'il souhaite qu'on appelle le 115. Avec le plan Grand Froid activé, son but est de trouver une solution d'hébergement, une mise à l'abri en urgence pour que les personnes ne dorment pas dehors avec les basses températures. Tu veux manger quelque chose? Un bolino? Oui. Ouais. Cet homme a passé la nuit à l'extérieur, il est frigorifié. Mais la nuit lui propose un repas chaud. Le temps de la discussion, une solution a été trouvée. Il passera la nuit chez sa famille plutôt qu'en centre d'hébergement. Mélanie se dirige maintenant à Bétain pour revoir Patrick, connu depuis des années. Qui est en situation de précarité aussi, qui a du mal à se poser dans les centres d'hébergement. Donc du coup, cette personne, elle compte vraiment sur notre venue pour pouvoir avoir un repas chaud, parler, discuter, échanger, appeler le 115 peut-être avec elle. Bon, bah, c'est bien qu'ils te prennent pour là, il fait vraiment froid Patrick. Hein. Parce que sinon d'habitude, tu es dans la tente, c'est ça? Ouais. Suite à différents épisodes de sa vie, Patrick s'est retrouvé sans domicile. Avec le plan Grand Froid activé, la maraude est intensifiée. L'équipe mobile apporte une aide immédiate pour répondre aux besoins des personnes avec des repas chauds ou encore des moyens pour se chauffer. Elle lui a fourni la tente et plusieurs couvertures notamment. Mais toujours l'équipe mobile, elle est là pour m'aider, ils m'ont toujours aidé. J'ai pas de couette, là mettons je suis dans la rue, j'ai besoin d'une couette, j'ai Mélanie, j'ai besoin d'une couette, elle s'en va, ou Michael, n'importe qui, ou Nat, n'importe qui, ils vont, et ils me ramènent une couette, le soir même ils me ramènent une couette. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. À la base de notre métier, c'est la création du lien et le maintien du lien, parce que c'est des personnes qui souvent sont désocialisées, se sentent seules, même exclues de la société. Donc pour nous, c'est très important que le fil conducteur soit notre présence, les maintienne encore dans cette société. La capacité des centres est aussi augmentée durant le plan Grand Froid. Il y a 28 places au centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Sarreguemines, 29 à Bétain. La demande est constante. Il y a des places supplémentaires dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Il me semble 3 à Bétain, 3 à Sarreguemines qui sont mises à disposition. Donc les personnes appellent le 115, même si les structures sont pleines, on met des lits d'appoint.
Si vous constatez une personne sans domicile, en grande précarité ou en errance, vous pouvez contacter l'UDAF pour la signaler. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de tickets restaurants, vous allez bientôt pouvoir à nouveau régler vos courses avec, et ce jusqu'à fin 2026. Depuis le 1er janvier, la dérogation qui permettait leur usage pour l'achat de tout produit alimentaire n'était plus en vigueur. Mardi dernier, le Parlement a finalement voté sa prolongation, une décision qui fait grincer des dents l'UMI, le premier syndicat de restaurateurs. Une grosse perte de chiffre d'affaires, on a des stats au niveau national qui sont tombées, qui ont été vu par l'Uni nationale, on parle de 750 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires dans notre milieu, qui ont effectivement basculé dans les chiffres d'affaires de la grande distribution. Par contre, voilà, on reste à l'écoute et très sensible à ce pouvoir d'achat qui ne fait que baisser. Nous, l'idée, c'était de proposer, de suggérer quand même un autre système qui permettrait à tout à chacun d'avoir un panier subventionné et aider à une aide pour l'utilisation en grande distribution. La loi devrait être promulguée d'ici une dizaine de jours. En attendant, les tickets restaurants sont donc théoriquement exclusivement réservés aux restaurants ou alors à l'achat de produits consommables immédiatement. Mais qu'en est-il réellement lors du passage en caisse? Nous sommes allés faire le test dans un supermarché de Sarreguemines. Comme vous le voyez, j'ai pu payer mes achats des produits non consommables immédiatement avec ma carte ticket restaurant. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur les 3 magasins dans lesquels nous nous sommes rendus à Sarreguemines, eh bien, tous ont accepté ce mode de paiement. La faute, selon Intermarché, à un retard dans la mise à jour du système de caisse. En fait, ça ne se passe pas chez nous, c'est la base informatique de chez nous qui gère tout ça. Je pense que les mises à jour ne sont pas encore activées. Cette situation exaspère les syndicats de restaurateurs. C'est une utilisation frauduleuse, tout simplement. Là où on ne comprend pas, c'est que le CRT remboursait quand même les tickets restaurants aux sociétés qui ne jouaient pas le jeu. Tout ce qu'on puisse faire, c'est attirer l'attention au gouvernement, si je puis dire ainsi. A l'inverse, ces clients de grande surface défendent l'utilisation des titres restaurants pour l'achat de tout produit alimentaire. C'est un avantage qui est accordé aux salariés. Je pense que c'est à lui de juger en fait comment il peut l'utiliser finalement. Il y en a qui n'ont pas trop les moyens et qui préfèrent utiliser les tickets restaurants pour l'alimentaire. Les gens payent un peu moins à ce niveau-là et donc ça leur serait très utile. La loi prolongeant l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires devrait prendre effet d'ici la fin du mois. 60 mètres carrés, c'est la taille du salon de toilettage de Gotsenbrück, Caprice de Chien. Depuis quelque temps, l'entreprise commence à se sentir très à l'étroit. Alors pour y remédier, la gérante va construire un nouveau bâtiment à Lemberg. Le mois dernier, la communauté de communes lui a cédé un terrain de 26 arts situé à côté du magasin Aldi. 2 embauches sont prévues. L'ouverture est prévue pour fin 2025. Claire Jamin nous détaille les contours de ce projet au micro d'Emilia Zell. Pourquoi avoir acheté ce terrain-là? Alors, nous souhaitions rester proche de notre secteur. Actuellement, nous sommes implantés sur Luxembourg et il nous faut rester à proximité pour conserver notre clientèle et l'agrandir. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de ce terrain? Alors, il est prévu de construire un établissement d'à peu près 300 mètres carrés. On rapatriera donc le salon de toilettage, également le dog wash et agrandir notre partie vente qui comprend actuellement notre gamme de produits que nous avons créé il y a 2 ans à peu près, harnais, laisse, collier. Nous allons également proposer de l'alimentaire pour chiens et chats, des friandises naturelles et une belle gamme de jouets. Alors les démarches sont en cours pour pouvoir proposer, pour pouvoir devenir salon formateur.
dans le cadre de reconversion principalement, donc qui feront appel aux fonds de formation comme l'OPCO, le CPF, France Travail, pour justement permettre à des personnes du secteur plus vaste de se former. Alors, on souhaiterait également mettre en place des ateliers pour les particuliers, donc qui s'adressent à monsieur et madame tout le monde, pour l'entretien de leur chien, de leur chat, ou spécifiquement sur l'alimentation, des choses, mais des ateliers ponctuels, une fois par mois, une fois par trimestre, à voir comment ce sera faisable. À Putelange-au-Lac, ce sont les enjeux de santé qui sont au cœur des priorités. La municipalité souhaite attirer de nouveaux médecins sur son territoire grâce à son centre de soins flambant neuf. D'autres projets sont également à l'étude ou en cours de réalisation. Tour d'horizon avec Camille Henriot. Un pôle santé pour attirer de nouveaux praticiens. À Putelange-au-Lac, rue de l'Abbé Gilles, ce bâtiment de 300 m² accueille aujourd'hui 7 services paramédicaux. Et la municipalité a réservé ce local de 50 m² pour l'installation d'un futur médecin, en priorité des généralistes. On peut facilement séparer, si vous voulez. On a actuellement 9 généralistes dans la ville, ce qui paraît suffisant. Mais 3 d'entre eux sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite et donc pour assurer la continuité des soins de nos administrés, il est vraiment vital qu'on arrive à localiser ou à inciter deux médecins généralistes à s'implanter dans cette structure. Selon le sous-préfet, pour pallier le départ de médecins généralistes, il existe d'autres solutions, notamment la télémédecine, exemple à l'appui. Et c'est quoi? Ok, d'accord. Et vous penchez? Ah ouais, d'accord. Bon, ok, c'est une otite. Donc voilà, je vous fais, je délivre la prescription. Vous pouvez avoir vos médicaments et vous avez la consultation. Ça fonctionne. Regardez-moi en face. Oui ou non? Oui, mais on en a une d'installée chez nous. Bon, on va en avoir plusieurs. Oui. Mais voilà, ça veut dire que je laisse pas les gens au bord de la route. Oui. Mais j'offre une solution. La deuxième solution qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est nos fameux médicobus. Donc il y en a un qui devrait commencer à circuler, qui est mis en place par l'ARS, et il y a un autre qui est mis en place par la région. D'autres projets communaux sont en cours de réalisation, comme ici au cimetière. 200 tombes sont à l'abandon, elles seront retirées par la commune. Et 400 autres vont être restaurées au fil du temps, surtout celles à caractère patrimonial et historique. Juste à côté, la chapelle Sainte-Croix a également bénéficié de travaux de rénovation. La toiture a été refaite, le dallage central en partie rénové et les murs repeints. On va également voir des expositions temporaires de photos, concerts, petits musées temporaires pour faire des expos en fonction des artistes qui pourraient, les cas échéants, venir s'installer, montrer aux artistes. Un lieu spirituel et culturel. Coût pour chacun des 2 chantiers, environ 350 000 € hors taxes. Tous ont bénéficié d'un appui financier de l'État. Vous allez à Jérusalem ou jamais? Non. Bon, bah, voyez... Vous avez pu le constater, dans cette commune, les projets fourmillent. D'autres sont encore dans les tuyaux. La recherche d'un repreneur pour le camping municipal, la construction d'une crèche et la création d'une zone d'activité. Pour chacun de ces chantiers, le sous-préfet a promis d'apporter son soutien. Plus de moyens pour accueillir les enfants porteurs de handicap dans de meilleures conditions ou dans des établissements spécialisés. C'est ce que souhaite le syndicat FO de Moselle. Pour parler de la problématique de l'inclusion scolaire systématique, une réunion publique est organisée le mercredi 22 janvier. En quoi consiste-t-elle? Quelles sont les thématiques qui seront abordées? On écoute Mathieu Risse, secrétaire général de l'Union locale Force ouvrière de Sarreguemines. Alors l'inclusion scolaire systématique, c'est le fait d'inclure un peu à marche forcée, mais en tout cas de manière systématique, je crois que c'est vraiment le mot important là-dedans, des élèves qui sont en situation de handicap. Et c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, parce que autant il y a des élèves en situation de handicap qu'on peut inclure facilement, autant il y en a pour qui c'est très difficile et puis qui se retrouvent en souffrance quand on essaie de les inclure à marche forcée dans une classe ordinaire.
Les personnels sont en souffrance, les élèves eux-mêmes sont en souffrance, leurs camarades aussi. Alors il y aura différentes interventions en début de réunion, donc des interventions de professionnels, enseignants, d'AESH aussi, et peut-être des professionnels aussi de structures spécialisées, des parents d'élèves aussi, c'est important, hein, des parents d'élèves qui sont confrontés à cette réalité-là au quotidien. L'objectif, c'est d'arriver à faire pression pour réobtenir des ouvertures dans les structures spécialisées. Alors c'est une première initiative ici sur Sarreguemines. On poursuivra ça sans doute ailleurs en Moselle, et puis peut-être que c'est, on espère, le début d'une campagne nationale. En tout cas, de notre côté, on pense qu'il est temps d'y aller et puis d'essayer de faire bouger un petit peu les choses. Rendez-vous donc mercredi 22 janvier de 17h30 à 19h30 au centre socio-culturel de Sarreguemines, impasse Nicolas Rohr. Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. C'est un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Une dizaine d'élèves de terminale du lycée Tessier de Beach étaient en déplacement scolaire au Costa Rica. 2 semaines de visite notamment dans un refuge pour animaux, mais aussi d'échanges avec leurs correspondants d'une école du pays. Hier, c'était au tour des jeunes costaricains de venir rencontrer les Beachois. À cette occasion, un vernissage a eu lieu pour présenter l'exposition qui immortalise cette aventure. Émilie Hazel était sur place. Ces 11 élèves de terminale du lycée Tessier étaient en voyage scolaire au Costa Rica en octobre dernier. Maintenant, c'est au tour de leurs 11 correspondants costaricains de découvrir la France. Le lycée de Beach a organisé pour la première fois un échange avec une école du Costa Rica, l'école d'ingénieur Alejandro Quesada Ramirez à San José. Les Français ont passé 1 semaine dans les familles d'accueil et à l'école et 1 semaine dans un refuge pour animaux sauvages. Ça nous a rapporté plein de choses. Déjà par rapport à la langue, je remarque que maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à parler espagnol, et aussi par rapport au fait de vivre chez une inconnue, de découvrir un nouveau pays qui est très loin. Du coup, je pense qu'on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. J'ai beaucoup apprécié. D'une part parce qu'on découvre un nouveau pays, parce qu'on sort un peu de la culture française. J'ai aimé découvrir les coutumes qu'ils ont là-bas, la nature. Et aussi, ça m'a permis de me découvrir moi-même aussi un peu. Et de surtout aussi créer des nouvelles rencontres et des personnes de contact que j'ai là-bas maintenant. Les Costaricains sont en France depuis vendredi et jusqu'au 24 janvier. Donc, je suis très contente des voyages et connaître la France, connaître ici, Beach. Moi, j'aime bien. Je pense que ici, Beach, c'est super beau. J'adore beaucoup l'architecture de la maison et tout ça. La nourriture aussi, j'ai goûté tarte flambée, super bien. Au lycée, c'est super beau aussi. J'adore beaucoup les personnes, les étudiants. Les élèves ont réalisé une exposition numérique sur le voyage au Costa Rica, visible le 31 janvier et le 1er février à la Microfolie de Beach. Alors on a souhaité faire une restitution de ce séjour de 2 semaines au Costa Rica, car on voulait qu'il y ait une trace, on voulait une production réalisée par les élèves à partir de ce qu'ils avaient vécu dans ce pays lors de cet échange. On a fait le choix de l'exposition multimédia car un artiste plasticien nous accompagnait, et comme de son côté il faisait une exposition photographique, on a décidé de profiter de ses conseils pour justement pouvoir faire de belles prises de vue, de belles photos de tous les endroits où on a été, parce qu'on a vu des paysages très, très diversifiés et vraiment de toute beauté. Elle est composée d'une vidéo, d'un support explicatif sur les tablettes et d'un album photo. L'autre exposition réalisée sur le Rescue Center a été réalisée par Marc Telloc, photographe professionnel. Elle est accessible à la galerie Beach & Art jusqu'au 1er mars 2025. Une nouvelle exposition est installée à l'hôtel de ville de Sarreguemines, celle d'une artiste de la commune, Alexandra Stebel. Après avoir travaillé sur le thème de l'eau il y a 2 ans, elle emmène cette fois les visiteurs dans les étoiles. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée. À quelle distance sommes-nous des lumières? Une question posée dans un podcast d'Étienne Klein sur Radio France à un astrophysicien. Une question qui a fait écho dans l'esprit de l'artiste sarregueminoise Alexandra Stebel. Après plusieurs mois de travail, elle a créé ses nombreuses œuvres sur les thématiques de la physique et de l'astronomie.
L'échelle infinie, c'est cette immensité à laquelle on accède actuellement grâce aux outils technologiques et grâce à des humains qui s'intéressent à cet espace. Nous, on est à une autre échelle, on est ici face à des problèmes, face à des guerres, face à des crises, face à des gens qui meurent de faim. Ce sont deux choses naturelles, normales, on est tous faits des mêmes molécules dans l'espace et sur Terre. L'idée de cette exposition, une espèce de polysémie comme ça, de deux dimensions, la dimension sur Terre et puis la dimension de la lumière des étoiles. Alexandra Stebel a utilisé plusieurs modes d'expression artistique, la peinture à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, le dessin à la mine de plomb, à l'encre, le collage, la composition. Elle est aussi sortie de son atelier pour s'emparer d'éléments naturels. Des toutes petites choses, toutes simples, qui étaient accessibles pour moi, qui me semblaient jolies, belles. J'ai essayé de les faire durer, je les ai fait sécher et je les ai inclus dans des compositions qui ne sont pas des choses lourdes, qui sont des toutes petites choses à la portée de tout le monde. J'avais proposé dans le même thème que « Happiness can be found in very little things ». Le bonheur peut être trouvé dans de toutes petites choses. Son exposition est visible jusqu'au dimanche 19 janvier dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines, tous les jours de 10h à 18h. Le week-end approche, voici quelques idées de sortie près de chez vous. Monopoly, Uno ou encore La Bonne Paye. Si vous aimez les jeux de société, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur à l'espace culturel de Puttelange-au-Lac. Vendredi soir à partir de 19h45, le foyer des Lacs organise une soirée spéciale. Il y en a pour tous les goûts. L'entrée est gratuite. Autre idée, cette fois pour ceux qui ont le palais fin. Samedi, Vousvillers organise la 6e édition du Salon des vins et des produits du terroir. Une quarantaine de producteurs seront présents pendant 2 jours pour faire découvrir leurs créations. Des boissons, vous le savez, à consommer avec modération. Tarif d'entrée 3 €. Rendez-vous à partir de 11h au complexe Le Prince Ringuet. Et enfin, si vous avez des objets en panne chez vous, c'est peut-être l'occasion de leur donner une seconde vie. Dimanche, à partir de 14h, le foyer socio-éducatif de Roth se transformera en atelier de réparation. Grippins, lampes, sèche-cheveux, vêtements, jouets, vaisselle, meubles, smartphones, bref, vous pouvez apprendre à réparer par vous-même toutes sortes d'objets. Petite restauration sur place. À suivre notre rendez-vous face à l'objectif. Aujourd'hui, nous recevons Michael Weber, sénateur de la Moselle. Ce sera juste après la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera semblable à celle d'aujourd'hui. La matinée sera légèrement couverte, mais le ciel finira par se dégager pour laisser place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les roses lignes et il fera jour de 8h18 à 17h04. Passez tous une belle journée et à demain! À toutes les filles que j'ai aimées avant. Retrouvez Didier Barbelivien en concert à l'espace Cassin de Beach, samedi 1er février à 20h30. Réservez vos places sur www.product-son.fr ou auprès des points de vente habituels. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire.
de chez Flair ou encore CELEF. Chez les industriels de l'automobile, les suppressions d'emplois s'enchaînent et pourtant c'est l'un des secteurs économiques les plus importants en Allemagne, en Sarre et aussi pour notre bassin d'emploi transfrontalier. Dans ce numéro Grenzenlos, on se penche sur le travail frontalier, la formation continue, les alternatives à l'automobile, l'accompagnement auprès des demandeurs d'emploi à notre frontière franco-allemande. Rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. Votre rendez-vous face à l'objectif aujourd'hui, la parole était au sénateur mosellan Michael Weber. Après une année 2024 marquée par de nombreux chamboulements politiques, quel est son bilan en tant que parlementaire et ses attentes pour 2025? Voyez cet entretien réalisé par Marie-Morgane Pires. Michael Weber, bienvenue face à l'objectif. Vous êtes sénateur de la Moselle. 2024 a été marqué par beaucoup d'événements en politique. Il y a eu de nombreux changements au gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous retenez de ces 12 derniers mois en tant que parlementaire ? D'abord, bonjour à vous et merci de cette invitation sur votre plateau. C'est vrai que l'année 2024 a été particulière et en tant que parlementaire et que sénateur, je me dis que quasiment en un an, j'ai vécu tout ce que l'on pouvait imaginer au regard de nos institutions. Je suis arrivé au mois d'octobre 2023. Très vite, nous nous sommes engagés dans la réforme de la Constitution par l'inscription de l'IVG. C'était l'occasion d'avoir un congrès. Ce n'est pas tout à fait neutre comme moment. Il y a eu un moment d'histoire très émouvant. Puis il y a eu l'élection européenne avec la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je me souviens très bien de ce moment parce que j'étais à la préfecture quand l'annonce a été faite et que nous commencions à avoir sur nos boucles cette information par mon président de groupe. Puis il y a eu une instabilité croissante. 4 gouvernements, 4 premiers ministres que j'ai eu l'occasion d'entendre avec leur gouvernement au Sénat lors des questions d'actualité du gouvernement. Et donc c'est effectivement un moment particulier. Et je pense que même si nous, parlementaires, nous sommes totalement immergés dans cette situation-là, je mesure aussi que pour nos concitoyens, pour ceux qui nous regardent, eh bien, il y a une inquiétude face à cette instabilité quant à savoir où va notre pays et comment il peut retrouver en quelque sorte un peu de calme. Et est-ce que votre rôle de sénateur a justement été renforcé pendant cette période de dissolution, réélection ? Le bicamérisme en France est une tradition ancienne. Il a commencé dès la mise en place de la démocratie après la Révolution française. Et le Sénat actuel, qui date qui a été remis en place dans les années 1873, a toujours montré ou souhaité montrer que justement il était un petit peu le pendant de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'il y a une dissolution qui touche les députés et pas les sénateurs, j'ai l'habitude de dire que le boulet nous est passé juste à côté, il a sifflé mais il ne nous a pas touchés, eh bien c'est aussi l'occasion de rappeler que le Sénat a un rôle particulier parce que d'abord il y a une forme de stabilité au Sénat, il y a une majorité claire, il y a une minorité, une opposition qui est elle aussi combative mais qui est présente, et donc on arrive à avoir une discussion peut-être plus apaisée sur les textes de loi et d'avoir des décisions qui sont prises. Donc incontestablement la place du Sénat aujourd'hui n'est absolument pas contestée, et je crois qu'il viendrait à l'idée de personne que de remettre en question le Sénat, combien même c'est la Chambre des territoires et qui n'a pas la même légitimité en termes de suffrage de nos concitoyens que pourrait l'avoir l'Assemblée nationale. Et la fin d'année s'est achevée avec un nouveau gouvernement et la nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre. Quel est votre point de vue sur ce nouveau gouvernement ? Vous savez, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec la tripartition du monde politique et sans doute une forme de fracturation terrible, on s'aperçoit qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu autant de groupes parlementaires. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à créer en quelque sorte une coalition à l'image de ce que font ou ont fait pendant longtemps les Allemands, puisque maintenant, en Allemagne aussi, c'est un échec. Et la première épreuve, qui était celle de Michel Barnier, c'était celle-ci. Il n'y est pas parvenu parce que ce qu'on a appelé le socle commun était beaucoup trop réduit. Et là, le défi qui est celui de M. Bayrou, c'est de parvenir à faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement de motion de censure, et il va devoir composer avec ce qui peut constituer une forme de socle, non pas commun, mais qui permettrait d'avoir une forme de stabilité politique, c'est-à-dire aussi bien la droite, les LR, que les socialistes. Et donc la question, elle est là. S'il arrive à faire et à trouver
les moyens de satisfaire par des mesures qui sont symboliques pour les uns comme pour les autres, eh bien, je pense qu'on peut aller vers quelque chose qui soit peut-être plus apaisé pour le bien de nos concitoyens. Mais je n'en suis pas certain. En tout cas, ce que j'entends des discussions qu'il y a actuellement et de la discussion du groupe que nous avons eu socialistes cette semaine, avec l'expression de mon président de groupe Patrick Caner, c'est qu'en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons fait des propositions fortes, en particulier sur la question de la retraite et du budget, que ces questions ont été entendues. Elles ont été prises en considération, en tout cas dans la discussion, peut-être plus qu'avec Michel Barnier. Mais par contre, les propositions tardent, en tout cas les décisions tardent à venir encore aujourd'hui. Et bien sûr, eh bien, la suite sera, je dirais, la conséquence de ces décisions à prendre. Vous espérez justement des évolutions, notamment pour la réforme des retraites cette année? Écoutez, je pense que tout le monde peut comprendre que quand on est dans un groupe politique, on ne peut pas aller vers une non-censure, ce que nous souhaitons, s'il n'y a pas un bouger, si on ne lâche pas quelque chose. C'est ça la discussion dans un rapport de force. Pour ce qui nous concerne, la rediscussion autour de la réforme des retraites est à mettre et à remettre sur la table. Je dis bien la rediscussion. Il ne s'agit pas absolument de dire que tout est acheté, mais il faut redéfinir les conditions d'une réforme pour deux choses. D'abord, préserver nos concitoyens retraités et éviter effectivement l'impact que cette réforme a. Et deuxième chose, malgré tout, aussi préserver notre système de solidarité de retraite. Alors vous êtes membre de plusieurs commissions, notamment celle de l'aménagement du territoire et du développement durable. Quelles étaient vos principales actions en 2024 ? Alors, sur la commission aménagement, territoire et développement durable, j'ai été rapporteur d'un texte de loi, notamment sur la protection des sols. Vous savez que je suis encore président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et qu'à ce titre-là, tout ce qui a trait de près ou de loin à la biodiversité, puisque je suis aussi chef de file pour le groupe socialiste en matière sur les questions d'environnement, de biodiversité en particulier. Sur la commission affaires européennes, ça me semble évident en tant que frontalier, puisque la Moselle est un département frontalier, que l'on soit concerné par les sujets qui ont trait aux frontaliers français et franco-allemands et franco-luxembourgeois. Donc là aussi sur des questions parfois fiscales et sur d'autres sujets sociaux. J'ai rencontré l'association des frontaliers. On est intervenu à plusieurs sujets. On a eu un débat notamment aussi sur la formation. Et puis on a aussi eu un texte sur lequel j'étais chef de file pour mon groupe sur la simplification de la vie des entreprises. Les gouvernements successifs veulent faire de la simplification dans les textes de loi et donc c'était moi-même qui étais chef de file sur ce texte de simplification. Alors Bruno Le Maire n'est plus ministre de l'économie et des finances, mais lui-même avait engagé un chantier en disant qu'il fallait chaque année avoir une discussion sur cette simplification et a priori c'est moi-même qui piloterai pour ce qui concerne mon groupe ce texte-là si d'aventure il deviendra un deuxième en 2025. Et quelles sont les avancées que vous espérez justement pour cette année 2025 ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui on voit bien que les sujets de fond sont en stand-by. Il y a quelques textes qui s'annoncent, sur lesquels je me suis moi-même exprimé en disant que je n'y étais pas favorable, notamment sur la question agricole. Je pense que ça va être un des sujets, notamment sur le premier semestre, qui va nous mobiliser beaucoup, peut-être le premier trimestre. Et de ce point de vue-là, j'ai sans doute une divergence de vue avec quelques autres acteurs du monde agricole. Je pense que la question du revenu est une question essentielle, mais je pense que la solution qui est apportée aujourd'hui en proposant des assouplissements, des mesures environnementales, n'est pas la solution appropriée à cette situation de crise. Et je plaiderais, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir avec le Parlement européen pour imaginer une PAC qui soit une PAC européenne et que les services écosystémiques rendus par le monde agricole soient reconnus, y compris financièrement, dans l'action qu'il est leur aujourd'hui. Donc c'est un des débats que l'on va avoir avec le projet de loi d'orientation agricole et la proposition de loi Duplon, qui va être l'occasion de parler du monde agricole à l'occasion de ce premier trimestre en particulier. Et puis pour la suite, moi, le seul espoir que j'ai, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est de trouver les moyens de lutter contre cette instabilité, en quelque sorte. Je pense que le monde politique donne une mauvaise image actuellement dans sa façon de faire de la politique. Je crois que nos concitoyens sont très inquiets de la crise économique qui pointe, que l'on ressent, en particulier chez nous avec les fermetures d'entreprises en SAR, de la crise internationale, d'abord l'Ukraine et la Russie, mais maintenant aussi
aussi les annonces qui sont faites par Donald Trump qui quand même nous inquiètent. De la crise écologique, on l'a vu avec Mayotte et on le voit actuellement en Californie. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte que ce ne soit pas une crise politique durable qui ne nous permet pas de répondre à la hauteur de ce qu'est la France à ces différentes crises et à protéger nos concitoyens. C'est vraiment, à mon avis, le sujet principal pour ce qui me concerne. Et alors, le rôle du sénateur, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. En parallèle, vous êtes très ancré sur le territoire, dans l'arrondissement, mais aussi dans votre village, Wölflin-les-Sarreguemines. Alors, comment vous parvenez à conjuguer ces deux mondes entre Paris et la Moselle ? Vous savez, je le vois actuellement sur les cérémonies des vœux, j'en fais un certain nombre, et je m'aperçois que les maires, et je l'ai été moi-même aussi, souvent décrient, sont un peu à décrier le monde politique en disant « nous sommes dans le réel, nous les maires ». Et vous, les parlementaires, vous êtes à Paris, vous représentez un peu l'élite parisienne, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier, et moi le premier, que je suis d'abord un citoyen habitant de Wölflin, un village auquel je suis évidemment très attaché, pour lequel j'ai été le maire pendant très longtemps, et qu'il est important effectivement de se nourrir et de rester quand même dans le monde réel. Très vite, on peut se faire happer par effectivement les responsabilités que l'on peut avoir dans le cadre d'une vie parlementaire, mais je pense que c'est important d'être aux côtés des associations, d'être dans son conseil municipal encore, et c'est ce que j'essaie de faire effectivement plutôt du jeudi au lundi grosso modo avec le week-end, puisque du mardi au jeudi je suis plutôt sur Paris. Et à quel point vous arrivez à avoir un impact justement en tant que sénateur pour le territoire ? Écoutez, c'est certain que je suis sénateur, je suis aussi encore conseiller régional du Grand Est, donc en tout cas moi je le vois comme ça, je n'interfère pas dans les affaires de mon successeur Fabien Peifer qui est un excellent maire pour la commune de Wölflin, mais j'essaie de lui donner simplement peut-être des tuyaux, y compris financiers, sur des opportunités qu'il peut y avoir, des programmes qui sont lancés pour effectivement faire en sorte que l'on garde sur Wölflin ce temps d'avance, je crois qu'ensemble nous avons réussi à créer. Vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous invitez d'ailleurs les internautes à échanger avec vous. Est-ce que cela offre une nouvelle dimension à votre fonction de sénateur ? Vous savez, on a de plus en plus, on s'aperçoit que même si le monde associatif reste dynamique, il faut essayer de trouver tous les modes de discussion et d'échange que l'on peut avoir avec nos concitoyens. Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est aussi cela. J'en fais un outil de discussion, de présentation de ce que je fais, qui me semble important, sans en faire trop, parce que je ne suis pas non plus un fan voilà, je n'essaie pas de mettre ma personnalité en avant et en valeur, mais je pense que c'est important, effectivement, que ça participe de la même approche que d'être tout simplement dans son conseil municipal et dans ses associations. Et justement, vous avez écrit le 5 janvier dans l'un de vos posts sur Facebook que vous voudriez consacrer cette année à recréer des liens, à lutter collectivement contre toutes les fractures sociales et territoriales qui opposent nos concitoyens. Alors comment vous souhaitez vous y prendre ? Ce texte m'est venu suite à un livre que j'ai lu de Martin Vanier, qui est un géographe, et qui faisait le constat juste, à mon avis, que depuis quelques années, on parle toujours de fractures. Fractures territoriales, où on oppose la ville et la campagne. Fractures sociales entre les plus riches qui s'enrichissent, les plus pauvres qui s'appauvrissent, fractures politiques, internationales, etc. Et c'est vrai que c'est assez anxiogène en réalité, parce qu'on se dit ce qui est fracturé est en quelque sorte est cassé. Et cette société est peut-être un petit peu cassée. Et donc je pense, et c'est ce que prône Martin Vanier, qu'il faut que le temps de ce que lui il appelle la reliance est venu, c'est-à-dire de reporter une attention sur chacun d'entre nous que l'on croise, sur sa situation, pour essayer effectivement de recréer en quelque sorte du lien. Et ça me semble extrêmement important. C'est effectivement ce que je souhaiterais faire, parce que je pense qu'une société apaisée ne peut vivre que comme cela. Les êtres humains sont d'abord intégrés dans une société. Nous sommes des êtres sociaux. Hein, et donc, si l'on n'arrive plus à avoir d'interaction entre nous, eh bien, je pense qu'on perd en quelque sorte la raison de vivre. Donc, voilà, pour moi, c'est important, et j'essaye en tout cas de faire en sorte que chacune et chacun soit plus respectueux de l'autre, puisse discuter sans effacer les différences que l'on peut avoir, mais dans le respect, en essayant de défendre par la conviction ce en quoi on croit. Et vous l'avez évoqué juste avant, vous êtes également conseiller régional au Grand Est. Quels sont les principaux projets qui vous ont marqué cette année ? Alors, en région Grand Est, on est très engagé. Là aussi, je suis dans la minorité à la région, donc opposé avec Franck Leroy. La situation dans l'Assemblée régionale n'est pas toujours simple, puisque le Rassemblement national est très offensif.
Donc nous, ce que l'on essaie de prôner, c'est là encore, notamment en termes de services, de faire en sorte, en particulier sur la question des transports. Vous savez que la question dans notre territoire est importante, sur le sujet des transports et de la ligne ferroviaire, peut-être Sarreguemines Beach jusqu'à Niederbronn. En tout cas, la question de la mobilité est un sujet crucial. Je pense qu'il faut que l'on y réfléchisse. Et je le dis aussi à l'attention des mobilités douces, puisque je recevais l'association Sarreguemines à vélo cette semaine pour discuter aussi des préoccupations qui étaient leurs préoccupations justifiées. Ça fait partie des sujets importants pour nous. Je pense aussi à la lutte justement contre la fracture territoriale. Je pense qu'il faut une forme d'harmonisation à l'échelle du Grand Est pour que les territoires très ruraux comme la Haute-Marne ou peut-être qui sont plus à l'aise comme l'Alsace puissent travailler en synergie et que là encore on essaie de faire en sorte que l'ensemble d'un territoire se développe. Et bien sûr il y a les enjeux économiques derrière. Je le disais tout à l'heure, il y a une crise économique qui pointe. Il faudra que nous soyons à tous les niveaux au rendez-vous de cette situation-là pour l'emploi, pour les familles qui en vivent et pour faire en sorte d'accompagner là où il y a des drames de ce type-là les personnes qui sont directement concernées par ces situations. Et vous l'avez dit, que ce soit à la région ou au Sénat, vous siégez dans l'opposition. Alors comment vous faire entendre vos idées justement? C'est vrai que je n'ai pas toujours été dans l'opposition. J'ai aussi été dans la majorité en région Lorraine il y a de cela déjà quelques temps. C'est jamais facile. Ce que j'observe, et je le dis parce que à la région Grand Est, la majorité ne le dit pas elle-même, donc je suis obligé de le souligner. Nous avons fait de nombreuses propositions, notamment sur la prise en compte des publics les plus fragiles qui ont été reprises par la majorité par la suite. Donc là encore, c'est la force de conviction. Nous avons obtenu qu'un certain nombre de motions soient votées, que parfois certains amendements soient votés. C'est la politique des petits pas, c'est le jeu de la majorité de l'opposition. C'est très frustrant, c'est vrai, c'est très difficile parce que c'est une autre approche. On n'a pas accès nécessairement à l'ensemble des éléments quand on prend des décisions, mais c'est le jeu que je connais bien pour l'avoir pratiqué déjà par le passé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, vous avez la possibilité de vous exprimer directement face à nos téléspectateurs à la caméra. Bien, écoutez, chères téléspectatrices et téléspectateurs, d'abord je voudrais vous souhaiter encore une fois une très bonne année, une très bonne santé, parce que je pense que c'est ce qui conditionne tout le reste de la réussite qui peut être la vôtre, réussite qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit privée, dans vos engagements, dans vos projets. Et j'espère, en tout cas vous pouvez avoir la conviction et la certitude que je suis moi aussi engagé au service de notre territoire. C'est un beau territoire dont on peut être collectivement fier. Je pense à ce territoire de Sarreguemines Beach, Sarralbe, qui m'est moi aussi très cher et très important. Et j'espère que vous pourrez vivre heureux, épanoui et dans ce territoire-là, avec l'assurance bien que la vie politique en 2025, je l'espère, sera peut-être un peu plus apaisée que ce que l'on a connu en 2024. Très très bonne année à toutes et à tous.